Bonjour, je m'appelle Éric Lagadec et je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? C'est une excellente question à laquelle malheureusement la science aujourd'hui n'a pas de réponse, qu'on n'est pas capable d'observer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Donc il y a certaines spéculations avec différentes théories physiques. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est peut-être de la science-fiction, mais j'aimerais bien me téléporter en avant dans le temps pour peut-être avoir des réponses à ce genre de questions. Ou peut-être réponses dans 100, 200 ans, on ne sait jamais. En fait, c'est une question hyper intéressante parce que pendant longtemps, donc on sait que l'univers est en expansion. Et on s'était posé la question, est-ce que l'univers va être en expansion indéfiniment ou est-ce qu'il va se recontracter pour donner ce qu'on appelle le Big Crunch? Mais aujourd'hui, les mesures les plus récentes, notamment du satellite Planck, montrent que l'univers devrait être en expansion ad vitam aeternam. Donc l'univers ne va pas se recontracter, il va juste grandir, grandir. Les galaxies vont s'éloigner, il va devenir de plus en plus sombre. Il faut profiter des lumières dans le ciel, ça ne va pas durer. Alors une poussière d'étoiles, c'est ce que j'étudie, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais simplement, c'est quelque chose qui se forme autour des étoiles qui sont en train de mourir. Et la poussière d'étoiles, en gros, il y en a deux types, on va faire simple. C'est des tout petits grains qui font à peu près 1/1000 de millimètre. Et on en trouve beaucoup dans le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles, et aussi là où se forment les étoiles. Donc si vous regardez la Voie lactée, vous verrez des bandes sombres, et ces bandes sombres, c'est simplement de la poussière d'étoiles. Donc vous pouvez même en voir à l'œil nu. En fait, le temps ne s'écoule pas différemment dans l'espace, le temps s'écoule différemment suivant la vitesse à laquelle on se déplace. Donc si on voyage à une vitesse proche de la lumière, le temps va s'écouler différemment parce qu'on s'est rendu compte que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. C'est la théorie de la relativité d'Einstein qui a montré que l'addition des vitesses est différente, et comme l'addition des vitesses est différente, la vitesse est égale à une distance sur un temps, ça change aussi le temps. Donc voyager vite, voyager près de quelque chose de massif, ça fait changer la perception du temps. D'ailleurs, il y a un truc assez rigolo qui est assez connu, c'est le paradoxe des jumeaux. Si on a deux jumeaux qui sont sur Terre, il y en a un qui part avec sa fusée voyager dans l'espace à une vitesse proche de la lumière, quand il revient, il n'aura pas le même âge que son frère. Sans faire de spoiler, mais en faisant un spoiler, dans Interstellar, quand il revient, il est même plus jeune que sa fille, ce qui est assez étonnant. On sait pas mal de choses. Donc le trou noir, d'un point de vue classique, imaginez, on va parler de fusée, si vous êtes sur Terre, si vous lancez un caillou, il va tomber. Si vous le jetez en hauteur, il va monter puis il va retomber. Mais si vous le lancez à une certaine vitesse, comme on fait avec une fusée, la fusée va réussir à s'échapper de la gravitation de la Terre. Donc s'il y a un truc très compact et très massif, pour s'en échapper, il faudra aller à plus de 300 000 km/s, donc plus vite que la lumière. Un truc qui a une très forte gravitation, pour réussir à en partir, il faudra aller plus vite que la lumière. Or, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc ça, c'est le concept un petit peu classique de trou noir. Maintenant, depuis Einstein, on sait que c'est une déformation de l'espace-temps. Et ce qui est intéressant, c'est que des trous noirs, on en observe plein. Et puis moi, je pense que la dernière grosse découverte sur les trous noirs, c'est qu'on sait depuis longtemps qu'on a un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Donc pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes, pas découvertes, mais prouesses technologiques de l'astronomie depuis quelques années. En fait, ça dépend de où on est dans l'espace. Par exemple, si on se balade dans le système solaire, dans beaucoup de films de science-fiction, il y a des vaisseaux qui sont en train d'éviter les cailloux un peu dans tous les sens. En fait, l'espace porte très bien son nom, il y a vraiment beaucoup de place. Donc, quand on traverse la ceinture d'astéroïdes, il y a très très peu d'astéroïdes. La probabilité d'en rencontrer un est quasiment nulle. Et dans le milieu interstellaire, il y a principalement du gaz et de la poussière, mais très très peu dense. Si vous prenez 1 cm3 de milieu interstellaire, en moyenne, il y aura à peu près 1 atome par centimètre cube. Donc la matière est très peu dense. Il n'y a pas grand-chose dans l'espace. Alors, la probabilité d'être heurté par un météore est très faible. Historiquement, a priori, ça n'est jamais arrivé à un être humain. Ça arrivait à une voiture, je crois que c'était dans les années 70 aux États-Unis. Et récemment, il y a une histoire assez étonnante, c'est qu'une personne qui dormait, je crois que c'était au Canada, s'est réveillée avec quelque chose qui avait traversé le toit et qui était tombé sur l'oreiller de son lit. Et a priori, cette personne a failli être touchée par un météore, et cette personne s'appelait Madame Comet. C'était assez étonnant. La probabilité d'avoir un accident par la chute d'un météore est assez faible, donc je rassure un petit peu tous les assureurs qui sont en train de se demander comment on va assurer ça. Mais par contre, ça arrive assez régulièrement quand même que des cailloux de l'espace tombent sur Terre. Puis évidemment, nos amis les dinosaures n'ont rien vu venir. Il y a 65 millions d'années, il y a un gros caillou qui est tombé, et ça a provoqué un grand bouleversement sur notre planète. Alors, est-ce qu'il y a de la vie dans l'espace? Il y a de la vie dans la Station spatiale internationale. Je pense que ça fait quelques années maintenant qu'en permanence, il y a des êtres vivants qui vivent dans l'espace. Mais
autour de la planète, juste à quelques centaines de kilomètres, hein, c'est très très bas. Mais en dehors, c'est une question très difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le ciel, imaginez, vous regardez le ciel étoilé, on sait que statistiquement, il y a au moins une planète autour de chaque étoile dans notre galaxie. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie. C'est une découverte assez récente, parce que la première fois qu'on a découvert une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, c'était en 1995. Mais c'est difficile de savoir s'il y a de la vie autour de ces planètes. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher, voir à quoi... Déjà, il y a une question qu'on se pose, à quoi pourrait ressembler la vie sur d'autres planètes, comment trouver ces formes de vie. Donc on développe des technologies, je pense qu'on est la première génération à se donner les moyens technologiques de répondre à cette question. Mais en tant que scientifique, jamais je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Si on n'en a pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire peut-être qu'on n'a pas assez bien cherché. Mais par contre, vous dire qu'il y en a, là, je pourrais vous dire que quand on a trouvé. Donc on ne sait pas, donc ce qui est intéressant, ce qui serait vraiment pour moi l'une des plus grandes découvertes si on arrive à le faire, c'est que si on trouve par exemple sur Mars, on a des rovers qui se baladent sur Mars, ils trouvent des traces de vie ancienne, là ça voudrait dire qu'on a un deuxième endroit où la vie est apparue, et là ça change complètement l'équation, ça voudrait dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la vie partout. Mais là c'est difficile de faire des statistiques avec un seul point, parce qu'on n'a qu'un seul endroit où on sait qu'il y a de la vie. Donc on continue, mais ce que je peux dire, c'est que d'ici 20-30 années, on aura des télescopes capables, s'il y a une planète semblable à la Terre à quelques dizaines d'années-lumière, je dirais 10, 20, 30 années-lumière, capables de la détecter, de l'analyser et de voir s'il y a de la vie dessus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. En fait, ça, c'est quelque chose qui s'appelle le paradoxe de Fermi. C'est que si en gros, si on compte le nombre d'étoiles dans notre galaxie, on va estimer la probabilité qu'une planète se forme autour de cette étoile, la probabilité ensuite que de la vie se développe, que la vie devienne intelligente, qu'elle développe des moyens technologiques pour faire des voyages interstellaires. A priori, ça serait possible, parce que, et déjà, nous, on est arrivé, l'être humain, ça fait quoi? Ça fait quelques millions d'années qu'on est là. La galaxie a 11 milliards d'années, donc il y a très peu de chances qu'on soit les premiers s'il y a plusieurs civilisations. Mais il n'y a pas eu d'extraterrestres sur Terre, il n'y en a personne qui est venu explorer, a priori. Hein, je crois très peu quand on voit des dessins dans des champs de blé dans les points de Roubaix, j'ai du mal à croire que ce soit des extraterrestres avec leur vaisseau spatial qui voyageaient pendant 10 ou 100 000 ans pour venir faire ça. Mais l'une des solutions qui est assez intéressante et qui devrait nous faire réfléchir, je pense, c'est de se dire que peut-être qu'une civilisation qui développe les moyens technologiques de faire des voyages interstellaires, peut-être qu'elle s'autodétruit parce qu'elle épuise ses ressources. Et je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Ce qui est justement une nouvelle discipline maintenant, c'est ce qu'on appelle l'astrobiologie qui essaie de répondre à cette question. C'est à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs. Donc nous, on a une vie qui est basée sur le carbone. Est-ce qu'on pourrait avoir une vie basée sur d'autres éléments? Mais il faut savoir aussi que la vie, bon déjà les traces de vie, ce qu'on va chercher d'abord, ça va être juste des bactéries ou des choses pas forcément très évoluées. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la façon à quoi va ressembler une certaine espèce, ça va dépendre de l'environnement dans lequel se trouvent ces espèces. Il y a quelque chose qui s'appelle l'évolution, la sélection naturelle, l'évolution, la théorie de Darwin montre clairement que les espèces les mieux adaptées à leur milieu vont avoir plus de chances de se reproduire, donc vont se développer plus facilement. Donc si on a un environnement, par exemple, on peut réfléchir en disant pourquoi nous on ressemble à ça. Par exemple, l'être humain, nos yeux voient dans ce qu'on appelle le visible. C'est parce qu'on est autour d'une étoile qui émet dans le visible. Donc si on était autour d'une étoile qui mettait à une autre couleur, peut-être qu'on verrait différemment. Si on a une différente gravité, on n'aurait pas la même taille non plus. Donc tout ça, ça dépend des environnements. Et il se trouve que des planètes, on en trouve avec des conditions extraordinaires. Il y a une énorme variété de planètes. Donc si la vie est abondante dans l'univers, il y a de grandes chances qu'il y ait énormément de formes que même je pense que la science-fiction aurait du mal à imaginer. Mais c'est pour ça aussi que la science-fiction est une source d'émerveillement et d'idées. Donc continuer à regarder la science-fiction et en faire. Alors si on pouvait vivre sur Mars, déjà c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui essaient de faire rêver comme quoi on va aller vivre sur Mars. Je ne vais pas citer de personnes parce que Elon Musk maintenant il a pas mal de pouvoir quand même. Oh, oups. En fait, déjà aller sur Mars c'est compliqué parce que ça prendrait énormément de temps. La planète Mars n'est pas du tout adaptée à l'humanité. Donc il y a une gravité différente, il n'y a pas d'atmosphère, donc il faudrait faire beaucoup de changements. Et ça aura des impacts déjà sur notre corps. On voit bien dans la station spatiale que voyager avec une gravité vivre avec une gravité différente, ça a des impacts sur nos os, sur nos muscles. Donc sur Mars, il y a moins de gravité, ça serait le cas aussi. On prendrait des radiations. Je crois que quotidiennement, c'est l'équivalent
de faire une radio en rayon X, donc on prendrait ça tous les jours, ça aurait un impact aussi sur la santé à long terme avec des cancers. Après, s'il n'y a pas d'atmosphère, ça doit pas être super sympa de vivre en permanence avec un casque, mais si on arrive à faire une atmosphère, pourquoi pas. Mais personnellement, je pense que le message le plus important, c'est il faut faire attention à ces personnes qui font croire qu'on peut continuer à polluer la planète Terre parce qu'on va aller vivre ailleurs. Enfin, la seule planète qui est vraiment faite pour nous, c'est la planète Terre. Et j'aime bien citer Michel Mayor, qui est prix Nobel de physique pour la découverte de la première exoplanète en 1995, qui dit toujours il n'y a pas de planète B. Donc la seule planète pour nous, c'est la planète Terre. Alors la vie intelligente, déjà, on essaie d'en trouver sur Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qu'on dit toujours, c'est que les télescopes qui cherchent de la vie intelligente, ils pointent toujours dans la direction opposée de la Terre. Donc c'est peut-être un signe. Il y a un grand projet qui est en cours aussi, qui est HWO pour Habitable Worlds, qui devrait aussi être là d'ici 10-20 ans, qui devrait pouvoir nous permettre d'observer des exoplanètes, d'analyser leur atmosphère. Il y a évidemment le télescope spatial James Webb qui est en train de faire pas mal de choses. Je ne pense pas que le télescope spatial James Webb permettra de trouver de la vie, mais au moins il permet de découvrir des planètes, d'analyser leur atmosphère, d'analyser des atmosphères de planètes connues aussi. Donc l'étude des exoplanètes, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor. On apprend plein de choses quasiment tous les jours. SpaceX, j'ai la sensation que évidemment, ils font des choses assez extraordinaires. Moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour une fusée qui décolle, même si évidemment on a besoin de fusées pour envoyer des satellites, pour mieux comprendre l'univers, pour étudier l'atmosphère de la Terre, pour mieux la comprendre. Et pour moi, ce qui est important, il y a une différence, il y a deux aspects de l'espace. Il y a la conquête de l'espace et l'exploration de l'espace. Ramener les problèmes qu'on a sur Terre, sur d'autres planètes, sur d'autres races, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Aller dans l'espace pour mieux comprendre, pour explorer, pour ramener de la connaissance sur Terre, c'est important. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que veut faire SpaceX et ça me fait un petit peu peur tout ce qui est en train de se passer actuellement avec toutes ces fusées. Il y a des impacts assez importants aussi, il y a des choses en cours. Là, vous n'êtes pas sans savoir que SpaceX, ils sont en train de coloniser l'espace proche, c'est-à-dire qu'ils envoient des milliers de satellites. Donc depuis Sputnik, le premier satellite, on avait eu 6000 satellites dans l'espace. Et là, SpaceX, pour Starlink, ils ont le droit d'en lancer 42 000. Et régulièrement, il y en a qui retombent dans l'atmosphère, qui se vaporisent. Et apparemment, donc c'est des travaux qui sont en cours, il y a de l'aluminium qui se dépose dans l'atmosphère et ça pourrait avoir un impact très néfaste sur la couche d'ozone. Mais il faut faire attention. La fusée la plus performante, je pense que tout le monde a vu ces images du Starship de SpaceX qui décollait et puis qui se reposait. Donc qui est une fusée quasiment, c'est un petit peu le même genre que la Saturn V qui avait envoyé des gens sur la Lune. Donc l'objectif actuellement, c'est de renvoyer des personnes sur la Lune. Et il y a quelque chose que j'aime bien dans cette exploration, c'est que vous vous rappelez, en 69, on avait dit c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. La prochaine personne qui va se poser sur la Lune, ce sera une femme, donc on pourra dire c'est un grand pas pour la femme. Et je pense que c'est important de montrer aussi que les sciences, c'est pas que pour les hommes, et de faire cet effort d'avoir des femmes dans l'espace. On a d'ailleurs une astronaute française, Sophie Adno, qui peut-être sera cette personne, on ne sait pas encore. Et pour moi, c'est important de rappeler aussi qu'on peut le faire aussi avec la science-fiction, que les sciences, on se pose des questions hyper complexes, on essaie d'avoir des réponses à ces questions. Et si on se prive de 50% de l'humanité pour essayer de répondre à ces questions, ça ne va pas nous aider. Donc on a besoin de plus de femmes en sciences, de plus d'inclusion en général. Oui, je passe des messages. Alors mon avis sur la terraformation, la géo-ingénierie, moi c'est quelque chose qui me fait très peur. Et la seule chose à faire actuellement, c'est d'envoyer moins de CO2. Donc, je pense qu'on se doit de faire quelque chose pour préserver, pas notre planète, parce que notre planète, évidemment, elle va continuer, la Terre. Je pense qu'elle se portera même mieux s'il n'y a pas d'être humain, mais je pense que ce serait quand même intéressant de donner une planète habitable à nos enfants, et même nous, parce que le changement climatique, les accords de Paris, on demandait à rester sous les 1,5 degrés. Les 1,5 degrés, on y est déjà en fait. Donc il y a du travail. C'est une excellente question, d'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub, là, je fais actuellement un spectacle avec l'humoriste Guillaume Meurice, et le spectacle part d'une phrase souvent attribuée à Einstein qui aurait dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la connerie humaine, mais je ne suis pas sûr pour la première ». Donc dans le spectacle, je sonde l'infini de l'univers et Guillaume sonde l'infini de la connerie. Et je ne veux pas faire de spoiler, mais je crois que je ne gagne pas en fait.